Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans Politique à la carte, votre magazine hebdomadaire d'analyse, de décryptage de l'actualité politique en République démocratique du Congo. Ce soir, comme chaque semaine, nous nous retrouvons autour de cette table pour parler de ce qui fait la une dans notre pays. Et ce soir, nous allons nous attarder, vous le savez, récemment, le chef de l'État a procédé à une nouvelle mise en place au sein de forces armées de la République démocratique du Congo. Il y a eu des élévations en grade, il y a eu des changements notamment dans des différentes régions militaires. Et on va essayer un peu de comprendre tout cela. Qu'est-ce que ça peut apporter sur le plan sécuritaire en République démocratique du Congo? Vous le savez, notre pays qui est en proie à l'insécurité, notamment dans sa partie est. Est-ce que tout cela peut booster quand même les forces, l'armée congolaise? Comment comprendre cette mise en place? Nous allons en parler ce soir, mais également nous allons revenir sur l'aspect des élections. Vous savez, la Commission électorale nationale indépendante a publié la liste provisoire des 24 candidats à la présidentielle. On va essayer un peu de voir, est-ce pléthorique en termes de nombre pour la présidentielle? Est-ce que par rapport à tout ce qu'il y a eu comme tous ces lésandis par rapport à certains candidats, est-ce qu'aujourd'hui la CENI qui publie les 24, donc tous ceux qui ont eu à déposer leur candidature ont été retenus, du moins sur cette liste provisoire de la CENI? Est-ce que signe d'ouverture, de transparence? On va quand même parler de tout ça dans Politique à la carte de ce soir. Et pour en parler, et vous le savez, je ne suis pas seul, je reçois sur ce plateau les deux tendances, ça veut dire la majorité ainsi que l'opposition. Ce soir, je suis en train de recevoir à ma gauche Jérémy Iave, il est fédéral de Nouvel Élan, à parti de Adolphe Mouzito. Bonsoir et bienvenue dans Politique à la carte. Bonsoir Monsieur Narcisse, merci beaucoup de l'invitation qui m'honore profondément. Merci de la thématique et des co-débatteurs. Voilà, en face de vous, la majorité est représentée ici par Jean Kalomé, il est cadre de l'UNC, de Vital Caméré. Bonsoir et bienvenue dans Politique à la carte. Bonsoir Monsieur Narcisse et surtout bonsoir à nos téléspectateurs. Surtout, je tiens aussi à dire bonsoir à nos co-débatteurs. Voilà. Pour essayer d'avoir un peu une lecture des partis, de toute tendance politique, je reçois aussi la société civile dans Politique à la carte. C'est Jeff Mbia qui est ici à ma droite. Il est donc de la société civile et membre du réseau de réforme de l'armée. Voilà. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Narcisse, bonsoir Monsieur Jérémy. Bonsoir Monsieur Jeff. Jean, je suis très honoré de participer ensemble avec nos compatriotes dans un débat citoyen constructif et aussi très honoré pour la première fois de participer sur cette émission. Merci, voilà, le décor est planté. Sans plus tarder, nous allons commencer avec notre tout premier sujet. Je commence avec vous, Jérémy Iave. Mise en place au sein de forces armées de la République démocratique du Congo. Par rapport au contexte socio-politique, sécuritaire actuel de notre pays, de manière générale, quelle est votre lecture, quelle est votre perception de cette mise en place? Merci beaucoup de la question, mais moi je la trouve beaucoup plus politique parce que cette sorte de refonte de l'armée, alors on va devoir créer des permutations, on va devoir nommer telle armée à telle responsabilité, dans telle province, pour telle sensibilité politique. Je pense que cela est lié à, de manière considérable, de manière patente, à la récente déclaration de John Numbi, qui fut militaire en RDC, dans une posture très considérable. Alors il fait une sortie médiatique qui sape les institutions de la République, des situations un peu cataclysmiques, qui remettent d'ailleurs en question même la crédibilité qu'on devrait accorder au processus électoral. Bien sûr que ça date de 2018, mais c'est du discrédit sur l'union sacrée, c'est du discrédit sur l'institution présidente de la République. Alors juste après,
il y a des nominations qui vont devoir s'en suivre. Parce que le gouvernement, est-ce qu'il serait en train de faire preuve d'une certaine panique par rapport aux déclarations de celui dont j'ai parlé dernièrement? Est-ce que les institutions de la République seraient-elles en train de se sentir déstabilisées parce qu'il y aurait une certaine machination qui pointerait à l'horizon? Il est difficile pour moi de dire non, parce que si ces déclarations n'étaient teintées que d'intentions politiques, je ne pense pas que le gouvernement devait réagir. C'est que, au-delà des réactions verbales de la part du secrétaire général du parti X, de la part du président de la Chambre du Parlement, de la part du général dernièrement aussi élevé, militairement parlant, donc ça signifie que ces déclarations portaient en elles une certaine plausibilité. C'était une manière, je m'excuse de le dire, de confirmer que ce que le supposé homme puissant d'antan est en train de dire était d'une part vrai. Et je pense que cela serait en accointance avec les déclarations du président de la centrale électorale. Je crains de passerelle parce que la situation est plus politique que militaire. Est-ce que sur le plan sécuritaire, il n'y a pas eu une nécessité quand même de bouger les choses sur le plan purement sécuritaire? Voilà, d'ailleurs j'étais en train d'y aller. Il n'y a pas un besoin sécuritaire, surtout, je m'excuse de le dire, dans la province du Haut-Katanga. C'est vrai, il y a quelques cas d'insécurité, des cambriolages. Mais ce n'est pas comme à l'époque où il y en avait vraiment le besoin. Et dans la province du Nord-Bas, et dans la province du Haut-Katanga. Sûrement, il y a des zones qui sont insécurisées, mais ce n'est pas aussi criant que l'on puisse arriver à élever le général Chiwewe. Maintenant, il est 4 étoiles, donc maintenant, c'est le plus haut gradé des forces régulières de la République. Rappelez-vous, dernièrement, quand il était nommé, nous pensions tous que la guerre de l'Est devait prendre fin. C'est que la situation sécuritaire n'est pas liée à des évidences politiques ou à des évidences régionales. Il faut le dire quand même que, on le dit avec beaucoup de propriété, beaucoup d'élégance, parce que c'est un peu sensible. Il y a de ceux-là qui sont contents de voir un supposé Katangais s'occuper des affaires sécuritaires dans sa propre province, parce qu'il y a un autre supposé Katangais qui a fait des déclarations contre les institutions étatiques. Alors on va opposer les intérêts. Alors on va prendre son frère régional pour essayer de créer l'équilibre. C'est une lecture un peu politique. On va revenir à vous, le temps de donner la parole à Jean Ankalomé. De manière générale, quelle est votre lecture sur cette nouvelle mise en place? Il faut reconnaître que nul n'ignore que le chef de l'État, le président de la République, il est le président suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. Ça, il faut le reconnaître. Et en plus, nul n'ignore que la partie Est, une partie de la partie Est de notre pays est attaquée par les Rwandais. Personne n'ignore pas et personne ne peut dire qu'entre nous ici, que non, on ne connaît pas ce qui se passe là-bas. Dire que c'est dans l'intérêt ou bien dans l'opinion de mettre en offensive les Katangais contre les Katangais. Nous n'admettrons pas cette histoire-là, mais nous devons reconnaître que le président de la République, c'est dans ses prérogatives de mettre et de nommer quelqu'un qu'il faut à la place qu'il faut. Au jour d'aujourd'hui, s'il y a un général qui a été nommé au 22e région militaire, Edi Kapin, on ne peut pas dire que non, Edi Kapin n'a pas le droit d'être nommé là. Il est d'abord un militaire. Ça, c'est de un. De deux, il a combattu pour le peuple congolais. Il a travaillé pour le Congo. Il a fait 18 ans, plus de 18 ans en prison. Dans les 18 ans là, il a été blanchi, il est sorti. Et quand il est sorti, il a droit aussi de vivre au pays. Et il a droit aussi de récupérer tous les intérêts. Est-ce que ces nominations ne sont pas plus politiques que sécuritaires? Les nominations ne sont pas plus politiques, mais les nominations sont plus sécuritaires. Nous tendons vers les élections. Vous comprenez? Nous tendons vers les élections et il faut qu'il y ait une sécurité pour entourer et pour maintenant et pour sécuriser toute la République démocratique du Congo. S'il a plu au président de la République, voir vu l'expertise qu'a Edi Kapin, voir notre ami, notre compatriote Agoma qui a été changé là-bas, mais cela est tout à fait normal. Pourquoi? Parce qu'il va aussi apporter un plus par rapport aux attentes de la population congolaise. C'est dans ce sens-là qu'il faut reconnaître que non, cette réforme, elle est tout à fait normale parce que ce cadre dans le sens de sécuriser et surtout il faut noter que nous tendons vers les élections. Très bien. Jeff Mbia, vous observez aujourd'hui des nominations politiques ou sécuritaires? Bon, ce sont des nominations purement sécuritaires.
parce que vous avez, en lisant l'ordonnance, vous avez dit que c'est à titre exceptionnel qu'on a fait appel à l'assimilation qui est reconnue par la loi. La nation peut faire appel à ses compatriotes afin de répondre à des situations exceptionnelles. C'est vrai que M. Jérémy a parlé que dans les Katanga ou au Katanga, il se pose un problème de sécurité. Je dois informer à mon compatriote que le Haut-Katanga, mais le Katanga est toujours sous la menace, même si ce n'est pas ouvert comme ça, mais des menaces sont là. Il faut lire sur les réseaux sociaux des publications, même des audios que vous avez suivis, dont notre compatriote dont vous avez fait allusion, qui vit en exil, suite à l'affaire Floribert Chebeya, qui l'avait amené en exil. Ce n'était pas suite à l'affaire sécuritaire. L'affaire Chebeya l'a amené en exil, mais aujourd'hui il menace les institutions de la République en voulant se référer à des ex-tigres, et parmi lesquels il y a des amis qui sont dans les Korak, CPK et autres, notamment Gédéon, Julien Mira, où la plupart sont des ex-tigres et autres qui ont toujours voulu la sécession du Katanga. Il était important qu'on puisse voir parmi les dignes fils du pays qui ont pu, dans une période exceptionnelle, liée dans un contexte électoraliste et politique, aussi avec toutes les menaces de part et d'autre, des déclarations de politique, soit de l'opposition, de la majorité. Il fallait chercher comment mettre à la disposition de la 22e région militaire quelqu'un qui connaît bien les contextes, les enjeux sécuritaires, politiques et autres, qui pourra apporter sa modeste contribution afin qu'on puisse voir pendant cette période exceptionnelle liée aux élections comment sécuriser des personnes de l'air bien, mais notamment aussi l'intégrité territoriale. C'est pour dire que la 22e région. C'est pour dire que je dis que c'est pas des dénominations, comme on l'a dit, mais pour Christian Tchio, qui est aujourd'hui devenu général d'armée, c'est pour créer l'équilibre, parce que c'était anormal. Vous devez savoir, au sein de l'armée, au sein de la chef de commandement, c'est le chef d'état-major général qui est le plus gradé. Mais vous allez constater que le plus gradé, c'était l'inspecteur général des FARDC qui est Tango Fort. Et il fallait carrément créer de l'équilibre. À ce moment-là, Tango Fort n'a pas des ordres à recevoir du chef d'état-major. Et pourtant, après le commandant suprême, c'est le chef d'état-major. C'est ainsi qu'il fallait créer l'équilibre. Et aujourd'hui, nous n'avons pas que Chiwewe, mais il y a aussi Tango Fort qui fait partie des généraux de corps d'armée, notamment John Mbiki aussi en exil. Il y a Mbala Moussensé qui est maintenant à la retraite. Et à tout moment, la République peut faire appel à celui-là. Et c'est pour dire que si on peut différencier les deux ordonnances, à titre exceptionnel, on a fait l'assimilation d'un ex-militaire parce qu'il a été radié lors de la condamnation, mais il a bénéficié de la grâce présidentielle. Mais il faut aussi signaler dans les mesures de grâce présidentielle de 2021, je préfère qu'on revienne sur l'article 7 parlait de non-avenir de toutes les condamnations effectuées de 2001 à 2003. On va revenir particulièrement sur le cas de Eli Kapin parce que ça a suscité beaucoup de réactions, beaucoup de polémiques. Mais de manière générale, j'ai vu que parmi les nominations, on a changé notamment la personne qui devrait animer cette structure de démobilisation, réinsertion et tout. On a vu que du côté Est, à un moment, ça stagnait, on ne savait pas, parce que même le M23 devrait suivre ce processus pour être désarmé et tout. Est-ce que ça peut changer, ça peut amener une nouvelle donne, notamment pour les désarmements, la réinsertion des rebelles, des groupes armés? Vous savez que le désarmement, réinsertion, relèvement, aujourd'hui communautaire, c'est un chantier et aussi un défi à relever pour le gouvernement congolais. Parce que pour commencer par le désarmement, il faut d'abord instaurer l'autorité de l'État et penser maintenant au désarmement. Et ça se fait qu'au même moment on veut désarmer, mais il y a l'instabilité au niveau de l'Est de la RDC, des groupes armés, ça sera difficile. Ça c'est de un. De deux, Tony n'était pas accepté. Tony qui était le coordonnateur des procédures de désarmement et relèvement communautaire, parce qu'il vient du RCD. Et quand le conseil RCD, et vous allez essayer de sensibiliser les groupes Maïmaï, des groupes Maïmaï qui sont nés ou qui ont accentué leur agressivité contre le gouvernement à cause de la présence des éléments du RCD. Et vous prenez un responsable, un ancien cadre du RCD,
vous l'avez nommé dans les procédures de désarmement. Ça n'a pas marché pour convaincre certains groupes armés à déposer les armes et accepter la démobilisation. Avec, vous savez qu'à l'est de la RDC, c'est un conflit qui est devenu presque intergénérationnel et ce n'est pas facile de convaincre les parties prenantes. Il était important qu'on puisse identifier un autre responsable qui pourra mettre d'abord confiance les parties prenantes, des groupes armés, et aussi concilier les peuples. Et pendant ce temps, avec l'état de siège qui va nous pousser peut-être à avoir la présence, les fils de l'autorité de l'État sur l'étendue de l'Est de la RDC, ça pourra quand même rassurer les parties prenantes des armées. Très bien, on revient à vous. Jérémy Havre, pour revenir maintenant dans le Haut-Katanga, à la 22e région militaire, il y a Edi Kapand qui nous savons tous, accusé d'avoir, et puis finalement gracié par le chef de l'État. Particulièrement cette nomination, comment est-ce que vous l'entrevoyez? C'est toujours dans ce que vous estimez, opposer les frères pour mieux les neutraliser, voilà votre lecture par rapport à cette nomination particulière. Particulièrement, oui. Moi, je pense que je ne me suis pas très bien fait capter. Et moi, je pense que la lecture politique va devoir transcender toutes les autres lectures parce que nous sommes dans un État non seulement tiers-mondiste, mais où la politique pilote tout. Et la justice, le militaria sont tous inféodés à la politique. Particulièrement le cas Edi Kapand. Il a tout un parcours, il a une expérience, il a une aura, il pèse, il a de l'influence du point de vue militaire, il connaît les rouages de la situation sécuritaire de la République démocratique du Congo. Il a été proche du président Kabila, le père, et juste après, il s'est passé ce qu'il s'est passé. On n'a pas assez de lumière là-dessus, mais il a passé tout son temps, c'était quand même long, plus de 15 ans, plus de 17 ans en prison, jusqu'à ce qu'il ait été gracié par le président de la République, et par la suite, un tout petit peu au froid. Et là, le voilà revenu sur scène, juste après des déclarations d'une autre figure de proue militaire qui a de l'expérience, qui maîtrise les rouages de la sécurité de la République démocratique du Congo. Et régionnalement, parce qu'on ne peut pas se voiler la face. Par rapport à la régionalité, il appartient à l'espace Grand Katanga, il menace les institutions de la République, il a de l'expérience, il faut lui trouver un concitoyen à sa posture, à sa taille. Et je pense que Edi Kapand, ça faisait le profil. Et raison pour laquelle, par rapport à l'expérience de Edi Kapand, par rapport à son pouvoir militaire, on sent l'intention politique que sécuritaire. Monsieur Jeff Mbia a dit que la province est insécurisée, mais peut-être que ce n'est pas aussi patent. Mais quand on gère la République, on ne va pas verser toute une population dans une certaine phobie. Soit, quand on ne sait pas résoudre un problème, on va en créer un. Je ne demande pas que le gouvernement soit indifférent par rapport à tout ce qui se passe dans la province du Haut-Katanga. Mais il s'agit de la première institution de la République. Le président de la République est magistrat suprême. Il ne va pas se résoudre à des situations d'insinuation qui voudraient déstabiliser une province. Ou il ne va pas être là à réagir face à un acte politique exilé qui est recherché par la justice. Donc vous estimez qu'on donne beaucoup d'importance à ces déclarations? Je vous en prie. On donne beaucoup d'importance à ces déclarations. Et alors ça fait comprendre que ce qu'il dit est peut-être vrai. Je m'excuse de le dire. Parce que si ces déclarations n'étaient pas aussi vraies, le gouvernement ne réagirait pas aussi vitement. C'est que cette lecture politique va au-delà de la situation sécuritaire. Parlons de la question de l'Est. Je n'arrive pas à comprendre cette lecture que nous faisons. Comment est-ce possible que pour une partie de la République, orifère, renchérie par les ressources naturelles, déstabilisée par les multinationales, déstabilisée par la communauté internationale, que l'on puisse compter sur la refonte d'une armée qui n'a pas la confiance de son gouvernement? Excusez-moi de le dire. Parce que si l'armée régulière avait la confiance du gouvernement, ce gouvernement ne devait pas recourir à l'EAC pour demander sa partance d'ici. Mais est-ce que c'est un manque de confiance ou c'est l'appui à cette armée? Sûrement, la situation est sous-régionalisée par la présence des ADF et des FDLR. Il est difficile que nous puissions compter sur l'armée régulière. Mais je pense que quand vous regardez le budget étatique par rapport aux considérations accordées aux forces régulières,
Vous sentez que l'intention du gouvernement, c'est vrai, nous sommes passés de quelques 300 millions à presque 1 milliard, mais factuellement parlant, vous sentez que la situation du militaire, excusez-moi de le dire, est encore désastreuse. Et aussi le fait que nous allons recourir, dernièrement, ici nous sommes en train d'entrevoir la SADC, alors qu'il y a quelques mois, nous avons recouru à l'EAC, nous avons la MONUSCO à qui nous demandons de partir, et aujourd'hui, nous comptons sur des citoyens congolais de Ouazalendo, des localités. De ce point de vue, vous sentez que nous sommes dans une situation qui n'est pas aussi sécuritaire que politique. Parce que quelles que soient les réformes, je vous en prie, quelles que soient les réformes qu'on va apporter, surtout pour la partie de l'Est, ça dépend des enjeux internationaux qui n'ont rien à voir avec une simple réforme. Très bien. Jean je voulais d'abord réagir. Je réagis un peu. Vous aurez la parole. Je réagis d'abord par rapport au propos de M. Yav. Je ne sais pas si M. Yav vit au pays, ici au Congo, ou bien il est en dehors. Peut-être il vit au Rwanda, là où nos compatriotes, nos voisins sont en train de nous menacer. Je ne sais pas. Il faut comprendre que, ça je signale à M. Yav que Edi Kapent a été gracié avant qu'il soit nommé aujourd'hui au 22e région militaire. Et c'est avant même les propos de celui que vous avez cité, que j'ignore son nom, je ne sais pas, il est en exil, j'ai ignoré son nom. Il a été nommé, il a été gracié, il a été nommé et réintégré au sein de l'armée avant même que ce monsieur-là parle et dise ce qu'il a dit. Vous comprenez? Si au jour d'aujourd'hui, Edi Kapent est nommé au 22e région militaire, donc il n'a plus au chef de l'État et avec la ligne du temps. Vous comprenez? La ligne du temps, la période où nous traversons, on comprend que non, c'est nécessaire qu'il soit là parce qu'il fait partie de l'armée. Vous comprenez? Mais parler aussi du propos de nos compatriotes qui sont en train de souffrir à l'Est, moi je vois que, bon, vous n'avez pas vraiment d'âme de voir que le gouvernement, la FRDC n'a pas le soutien du gouvernement. Mais c'est le gouvernement qui est en train de financer physiquement, moralement, financièrement les FRDC. Vous avez vu même il y a quelques jours le général, le chef d'état-major a interdit aux forces armées de porter les anciennes tenues. Pourquoi? Parce qu'il y a les tenues que le gouvernement a payées pour les FARDC. Tout ça, ça montre qu'il y a un soutien matériel et logistique par rapport à nos FARDC. Vous comprenez? Bon, recourir aux forces armées de l'Est, de l'EAC, ceci, cela. Je vois que nous sommes pays membres de cette organisation-là. Mais nous devons aussi bénéficier de cette organisation-là et de cette communauté de l'Est. On ne doit pas dire que non, parce que nous sommes forts, nous sommes attaqués, nous allons seulement nous jouir de nous-mêmes. Non, la guerre à l'Est n'a pas commencé aujourd'hui avec Félix Tshisekedi. Il faut le reconnaître. La guerre a commencé depuis Mobutu, depuis Mouzé, depuis Kabila. La guerre était là. Mais on est en train de faire pour calmer ça. Mais au jour d'aujourd'hui, vous êtes sans ignorer. Quand vous parlez des Ouazalendo, les Ouazalendo qui sont-ils? Ce sont des peuples congolais. Moi, je serais content ensemble avec toute la population qui est en train de nous regarder sur leur télé, de vous voir vous porter une tenue comme Ouazalendo, d'aller au Goma, de protéger votre terre parce que vous avez aussi ce droit-là de défendre et de protéger votre terre. Moi, je pense que c'est ça cela qui doit aussi passer. Bon, je vais demander à notre compatriote Jérémy de ne pas seulement faire la lecture politique, mais aussi faire aussi la lecture sécuritaire. Et aussi de comprendre des enjeux sécuritaires de la RDC, même des enjeux géostratégiques, géopolitiques internationaux sur la RDC. Ça, c'est de 1. Et aussi, peut-être, lui demande de retirer, dit que le gouvernement ne fait pas confiance à FARDC par le fait qu'il y a l'intervention de troupes de l'EAC qui viennent dans le cadre de la solidarité en tant qu'un État membre qui connaît des problèmes de sécurité et dans lesquels on trouve d'autres étrangers venant de cet espace. Il était important qu'il y ait cette coalition dans le sens de voir comment ramener dans la paix dans l'est de la RDC qui fait partie des États membres de l'EAC. Les FARDC, c'est tout un chantier qui a commencé depuis 2009, la réforme du secteur de sécurité qui prendra 17 ans. Et n'oubliez pas que si on essaie de voir les FARDC depuis 2009 et les FARDC aujourd'hui, il y a des avancées significatives. Mais on ne doit pas aussi ignorer que la RDC, c'est tout un sous-continent. Et même le nombre de militaires aujourd'hui... Est-ce que ces avancées-là, c'est sur le plan structurel ou ces avancées-là sont aussi visibles sur le plan de l'offensive Quand on fait l'évaluation, parce que même la Constitution le dit très bien, nous voulons une armée républicaine, dissuasive,
respectueux des droits de l'homme et capable de protéger la nation, disons, les pays. Est-ce que sur la dissuasion... Et quand on fait dans le cadre du plan de mise en œuvre de la réforme du secteur de sécurité, notamment on devait revoir les cadres légaux. Vous allez voir, le cadre légal a été revisité dans notre arsenal juridique. Vous allez voir en termes de rajeunissement, nous avons réellement une armée rajeunie, quoiqu'on a maintenu tous ceux qui sont comme des doyens des ex-phases pour question de faire les transferts de connaissances avec la nouvelle génération. Et en dehors de ça, on devait avoir une armée unifiée, parce que bien avant, c'était des composites, les gens qui venaient des ex-phases, ex-tigres, Maï Kadogo. Aujourd'hui, nous avons une armée unifiée avec une seule doctrine. En dehors de ça, il fallait maintenant équiper l'armée. Et pour équiper l'armée, il fallait, c'est comme ça qu'aujourd'hui nous pouvons féliciter l'actuel gouvernement, parce que nous avons quand même la loi portant programmation budgétaire des FARDC. C'est ce qui avait manqué depuis plus de 10 ans. N'oubliez pas que dans la première phase de l'armée, il n'y avait pas un budget. Mais est-ce que toutes ces réformes, c'est ça la question, portent du fruit sur le terrain? Les points, c'est lesquels? C'est question de voir d'où nous venons. Ce n'est pas aujourd'hui les gens doivent rêver que FARDC ne fait rien. Ça, c'est injuste de considérer que les FARDC ne font rien. C'est pas sur nos centres-villes. Même quand nos centres-villes, si on passe nuit et on se réveille aujourd'hui bien habillé, c'est pas s'il y avait un compatriote FARDC ou la police qui a passé nuit pour veiller à notre sécurité. C'est déjà beaucoup comme une contribution. Ça, c'est un. De deux, quand on parle de problème de l'Est de la RDC, il faut regarder d'abord la situation d'avant et aujourd'hui. Pour votre information, quand vous quittez même Bukavu pour arriver à Walikale, il y avait la présence de l'armée à quel niveau? C'est uniquement à Bunyakiri, à Ombo et à Walikale. Des distances de plus de 200 km de zones poreuses où il n'y avait ni présence de l'autorité politico-administrative. Mais aujourd'hui, si vous regardez, il y a la présence. C'est déjà une avancée significative vers la restauration de l'autorité de l'État. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut y travailler. Comment ça, c'est il y a des civils qui doivent se battre. S'il vous plaît. Oui. Même la réforme sans l'appropriation communautaire de la population, c'est nul. Regardez même la communication que nous tenons sur ce plateau. C'est comme si l'armée est à part et pourtant c'est notre armée. C'est comme si la police est à part et pourtant c'est notre police. Et si on continue avec cette communication, il n'y aura pas appropriation du rôle et de la mission des FARDC. Et c'est ce que connaît les FARDC au niveau de l'Est de la RDC. Vous savez, même la zone aujourd'hui occupée par le M23, c'est une zone dont la FARDC n'a pas bénéficié de la coopération de la population. Et vous pouvez vérifier. Très bien. Et Ouazalon qui est venu aujourd'hui, moi je félicite, c'est vrai qu'on peut déplorer, parce que quand on comprend bien les FAP, les conséquences des FAP, avec les Maï Gédéon, on peut dire, est-ce que nous n'allons pas aussi connaître les mêmes défis avec Ouazalon? Mais il faut aussi reconnaître que les Ouazalènes d'aujourd'hui, c'est l'unification de tous les groupes armés qui ont signé la consultation de Nairobi et aujourd'hui s'engagent pour d'abord débarrasser de l'ennemi extérieur et nous allons discuter nos problèmes à l'interne. On revient à vous, Jérémy, à vous, votre réaction. Excusez-moi de dire, monsieur Jeff, mon cher co-débatteur de l'UNC, moi je pense qu'on doit être le plus réaliste. C'est vous que je semble le plus politique. Est-ce que vous avez déjà été à Kambamba? Nous sommes à Lubumbashi. J'y ai été la semaine dernière. Si les militaires apprennent que vous êtes en train de faire des affirmations sur ce plateau, alors qu'il y a des militaires qui ne savent pas se faire soigner, et que vous dites que tout va bien, excusez-moi de le dire, c'est déconnecté des réalités de la population congolaise. J'ai dit des avancées significatives. Je ne dis pas que tout va bien. Je ne veux pas qu'on puisse déformer mon mot. Non, je reviens encore. Je dis des avancées significatives. Quand vous parliez, j'étais oui, mais je ne veux pas que vous êtes... Alors que vous avez trompé. Excusez-moi, monsieur Jeff. Excusez-moi, d'accord. Républicain. Je vous en prie. On ne va pas le salir par des émotions. Quand vous parlez, j'étais silencieux, laissez-moi parler. Allez-y. Vous avez la parole. Excusez-moi, vous n'êtes pas journaliste. C'est au fond, je disais, descendez sur le terrain et les militaires ne seront pas d'accord avec ce que vous êtes en train de dire ici. Vous avez bien dit ici que si nous arrivons même à tuer ce plateau, c'est parce qu'il y a des militaires qui nous protègent. Mais aux députés de l'Union sacrée, vous donnez 21 000 $. Et à ces militaires, vous donnez près de 120 $. C'est un débat politique. C'est que si, je suis politique, c'est de la communication. Je ne peux pas me déconnecter de ma casquette politique. Je suis politique, je l'assume. C'est que si vous voulez donner beaucoup d'importance à la sécurité, remontez le niveau de vie des militaires. Excusez-moi de le dire. Il ne faut pas qu'on verse dans la démagogie. Ils sont près de 190 000. Remontez leur niveau de vie.
Et aussi, j'ai écouté par ici mon coordinateur de l'UNC déconnecter mes propos. Il me fallait de la tempérance. Eddie Capens, gracié, réintégré, mais son affectation attendait l'opportunité. Et son affectation est venue après les propos de John Moody. J'y reviens. C'est que c'est une lecture intelligible qui se fixe dans le temps. On l'avait décontextualisé. Et parlons de l'EAC. Vous avez dit naturellement que nous avons confiance en notre armée, il nous fallait l'EAC. Mais comment est-ce possible que l'EAC, 4 mois après sa venue sur le sol congolais, le gouvernement décide qu'elle parte? Parce que vous avez vu le président de la République s'adresser à un des commandants de l'EAC pour dire « Vous êtes en accointance avec les forces négatives ». C'est vous qui êtes venu sur ce plateau pour chanter à la gloriole de la décision de l'EAC. Ignorant le rôle que jouait le Rwanda dans l'EAC, nous étions ici en train de le dire et vous avez trouvé ça politique. Nous avons dit que dans l'EAC, le Rwanda avait un rôle très stratégique. Et aussi, avant même que l'EAC ne vienne sur le sol congolais, il y avait une confusion. Pour Kinshasa, c'est le Rwanda qui a agressé la RDC par les truchements de M23. Mais l'EAC avait une version contraire. L'EAC n'avait jamais tutoyé le Rwanda comme agresseur. L'EAC était en train de parler du M23 comme un mouvement insurrectionnel contre Kinshasa. Et vous avez fait dans la précipitation, sans d'abord tirer les choses au clair avec l'EAC, demandant qu'elle vienne par ici, juste quand elle arrive, vous demandez qu'elle reparte. Ce sont des actions, des accès. Quand on parle des affaires de la République, on ne va pas aller dans la jugeote ou dans des procès en sorcellerie. Ce que j'ai dit, ce sont des faits. Ce que j'ai dit, ça se passe. La situation sécuritaire, vous n'allez pas l'accentuer. Il y a plus de besoins politiques que sécuritaires. Très bien. Monsieur Yave, oui, je réponds à Monsieur Yave. Monsieur Yave, vous êtes de Nouvel Élan, vous êtes secrétaire fédéral. Quand on vous a nommé comme président fédéral de Nouvel Élan, quand on vous a nommé à ces fonctions-là, c'est parce qu'on a vu en vous une expérience, c'est parce qu'on a vu en vous une intelligence codée pour que vous soyez nommé à ce titre-là. On a vu l'opportunité. Ce n'est pas à vous de m'informer. Non, c'est moi qui vous informe. C'est moi qui vous informe. Parce que c'est moi qui ai été nommé. Non, c'est moi qui vous informe. C'est moi qui vous informe. Parce qu'il y a des fois, vous avez oublié vos prérogatives. C'est moi qui ai été nommé, mais vous me dites. C'est vous qui êtes nommé, mais des fois, vous avez oublié vos prérogatives. À ce titre-là, excusez, à ce titre. Non, mais le journaliste, vous pouvez me sécuriser quand même. Allez-y. Vous pouvez me sécuriser quand même. Vous avez la parole. Je suis insécurisé par monsieur Yave. Je suis insécurisé par monsieur Yave. Monsieur Yave, vous devez... S'il vous plaît, monsieur Yave. Allez-y. Vous devez comprendre que l'EAC, il n'y a jamais et il n'y aura aucune personne qui peut prétendre un jour avoir un accident ou bien un incident. Comme c'est une chose qui est déjà codée, qu'on ne sait pas communiquer. Non, je vous réponds. Laissez-moi terminer ma pensée. Vous n'allez pas m'aider à terminer ma pensée. Allez-y. C'est moi qui est conscient et c'est moi qui s'exprime. Je suis là, je vous réponds. Quand on a fait appel à l'EAC, je vous ai dit que nous sommes membres dans cette communauté-là. Et nous avons tout droit de jouir de tous les bénéfices qui sont dans cette communauté-là. Le gouvernement a fait appel à l'EAC parce qu'on a senti que bon, nous avions besoin de l'EAC. Et le résultat, monsieur Yave, laissez-moi terminer. Quand nous sentons que non, au jour d'aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de l'EAC. On ne fait faire que faire équilibre à cette communauté-là. Vous voyez, excusez, on a fait retourner l'EAC pour permettre, on a compris que non, nous sommes maintenant capables de nous débarrasser de cet ennemi. Pourquoi? Parce que l'EAC ne nous a pas aidé à atteindre les objectifs. Mais avec la cohorte que nous avons au jour d'aujourd'hui, nous pouvons atteindre ces objectifs. Voilà pourquoi il y a eu Bunagana qui a été récupéré, il y a eu Kichanga, il y a eu Ruchuru de l'autre côté. Mais au jour d'aujourd'hui, vous sentez que la population commence à revenir. Pourquoi? Parce qu'il y a les forces de l'armée de la République démocratique qui sont en train de... Oui, Ouazalendo, c'est nos compatriotes. C'est pas l'armée régulière. Non, c'est pas l'armée. Et vous avez tiré sur les Ouazalendo. Non, on n'a pas tiré. Je pense qu'à ce stade-là, en tant que peuple congolais, vous devez soutenir les Ouazalendo, vous devez soutenir le gouvernement, parce que c'est tout un peuple qui est en train de soutenir, et c'est tout un peuple qui est en train de refouler le Rwanda. Mais si vous voulez que le Rwanda nous attaque, là, il faut maintenant mettre le discrédit par rapport au gouvernement et par rapport aux forces armées. Dire que, non, laissez-moi encore, il a parlé qu'il faut aller à Kamvango pour regarder l'avis de nos compatriotes FRDC là-bas. Mais, monsieur Yave, vous êtes sans ignorer qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons fait 18 ans
où on ne voyait pas une nouvelle logistique et un nouveau matériel au corps de nos FARDC. Mais si vous voyez au jour d'aujourd'hui, il y a des hôpitaux qui sont construits. Regardez à Kanchachi, à Kinshasa. Non, ce sont des retombées. Excusez-moi, la RDC, ce n'est pas seulement le Lumbashi. La RDC est constituée de 26 %. Non, c'est vous qui avez donné cette information. C'est vous qui avez donné cette information. La RDC n'est pas constituée seulement du Haut-Katanga. La RDC est constituée de 26 provinces où les Haut-Katanga appartiennent aussi dans ces 26 provinces. Donc, non, vous avez parlé de Kanvangu. Kanvangu qui n'est pas seulement un seul clan, qui constitue tous les clans de la République démocratique du Congo. Il y a les différents cas qui constituent les forces armées de la République. Mais vous n'allez pas donner seulement l'exemple des Kanvangu. Mais dans les Kanvangu, vous n'allez pas dire que non, c'est 50 millions de FARDC qui sont là-bas, par exemple. Tous les 50 millions de FARDC vivent dans une condition un peu malpointe. Mais ce n'est pas le cas. Il y a une particularité que vous avez pris comme exemple. Mais il fait partie aussi. Je crois que c'est à ce stade-là que vous devez aussi comprendre. Chef Mbia, pour revenir avec cette nomination au niveau de la 22e, vous êtes, je rappelle que vous êtes membre du réseau de réforme de l'armée en tant que société civile. Est-ce que cette nomination est conforme à la loi et légale pour une personne qui a été radiée de l'armée? Je vous ai rappelé que c'est à titre exceptionnel. Okay. Et on a fait appel à l'assimilation. Et c'est légal et constitutionnel. Vous avez vu dans les débats, personne n'a abordé les fonds de la nomination. Les gens mènent vers des tensions purement politiques et tribalo-ethniques et autres, oubliant que les pays courent un danger à cause des comportements de certains politiques qui sont prêts pour accéder au pouvoir, dire n'importe quoi. Parce que la politique, elle c'est haute-toi afin que je m'y mette. Ou bien quand je veux me mettre, si je me mets dans la même condition, je vais connaître les mêmes difficultés et les mêmes problèmes sécuritaires. C'est comme ça que le gouvernement congolais a pris l'engagement de réformer l'armée. Et parlant de cette nomination, je l'ai dit, où est Gédéon aujourd'hui? Où sont les hommes de Gédéon? Ils sont dans la nature. Vous savez qu'est-ce qu'ils pensent, ces gens? Et quand un compatriote qui a assuré les fonctions d'État, de l'armée, comme inspecteur général des FARDC, qui fit amiral, qui a facilité même les mixages et fusions au sein de l'armée à l'époque en 2009. Et c'est la même personne qui menace à l'étranger. Voulez-vous que l'État congolais puisse minimiser, négliger cette menace et connaissant bien le contexte du Katanga? Moi, je pense que ça serait irresponsable de penser qu'il n'y a pas de menace. Parce que la personne a assuré la sécurité de cette nation. Il connaît bien les faiblesses et raison pour laquelle il fallait faire appel à quelqu'un qui peut concilier tout le monde. Alors, ça, revenons je voulais qu'on revienne maintenant. D'assimilation, c'est quoi exactement? Ça signifie quoi? On peut prendre un civil, on le nomme? Non, Petit Capel n'est pas un civil. Il fit aide du camp. Aide du camp aujourd'hui, c'est comme conseiller en matière de celui qui joue aujourd'hui comme les chefs de la maison civile des chefs de l'État à l'époque. Et la plupart des autres, vous savez, un aide du camp, même pour doter l'armée, il faut qu'il puisse vérifier. Même pour acheter des armes, il doit vérifier. Et la personne qui jouait ce rôle à côté des musées, aujourd'hui, on peut mettre en cause son expérience. Et en même temps, n'oubliez pas qu'on a voté il n'y a pas longtemps la loi portant réserve de l'armée et de la défense, dans lesquelles l'article parle des officiers retraités de l'armée, des patriotes, même qu'on fait allusion aujourd'hui aux Azalènes. Les Rwandais se trouvent dans cette loi portant réserve de l'armée. Mais on dit qu'il faut, s'il faudra les encadrer après. Mais il faut lire quand les Ouazalènes posent la question que, comme on analyse vite, on va accepter la réinsertion. Il y a des choses, on doit laisser la politisation du tout. Quand mon ami parle des Kanvangu, moi je parle de la réforme. Aujourd'hui, nous avons des avancées significatives. Parce que quand nous prenons la réforme de 2009, qui avait 3 phases, la première phase c'est de 2009 à 2011, qui nous a doté des troupes qu'on appelle les unités de couverture pour protéger les frontières. De 2011 en 2016, nous avons des unités de réaction rapide, notamment la première unité c'est de Mamadou Ndala. Et vous avez compris ce que Mamadou Ndala a fait au niveau de l'Est, c'est Magué, paix à son âme. Mais aussi, parmi ces éléments, nous avons Hérode, paix aussi à son âme, celui qui a réduit
au silence Gédéon pour ramener la paix au triangle de la mort. C'est grâce à cette réforme qu'aujourd'hui, on a stabilisé même le nord du Katanga. Et de 2016 en 2026, qu'on devait avoir la période la plus longue, où on devait avoir des unités aéroportées, on devait avoir, comme il fait allusion au camp Vang, on devait construire des cantonnements et des camps militaires. N'oubliez pas que 2016 en 2018, les politiques congolais avaient privilégié leur survie. D'ailleurs, il n'y avait pas d'élection en 2016. Il y a eu des accords politiques, vous vous rappelez, d'En Kodjo, Saint-Sylvestre, où on avait oublié les prioritaires, les glissements. On a oublié les prioritaires sécuritaires. Et la réforme, on est revenu vers la réforme, c'est en 2019. Après 3 ans de retard, et pourtant, on devait commencer de 2007 jusqu'en 2026. Et ce retard-là fait que tout a été bloqué. Et de 2016, nous, on attendait, nous qui sommes de la réforme, on attendait depuis 2014 la loi sur la programmation budgétaire des FARDC, qui est arrivée presque en 2022. Connaissons qu'on est en retard parce que la réforme doit s'approprier, non par la communauté comme M. Jérémy, doit s'approprier de sa propre réforme, mais aussi il faut la volonté politique. La volonté politique n'y était pas de 2016 jusqu'en 2019. C'est aujourd'hui qu'on a pensé, maintenant il faut relancer, pas seulement la réforme des FARDC, de la police, de la justice, la réforme du système pénitentiaire et autres, et tout ça, ça englobe tout sur la sécurité. Raison pour laquelle j'ai dit qu'il s'agit des avancées significatives. Pourquoi? Parce que nous avons quand même un budget pour l'armée. Auparavant, c'était un budget ordinaire pour tout le monde. Aujourd'hui, on a quand même un budget qui est spécial pour l'armée. Et ce qui a permis, avec la levée de l'embargo, que nous puissions avoir cette dotation. Mais nous, tout que nous plaidons aujourd'hui, en dehors de ça, mais parce que les camps ne doivent pas rester là-bas. Quand ça ne doit plus rester là-bas. Il faut l'isoler, il faut des cantonnements, il faut un budget. Et je pense peut-être Jérémy, comme il est candidat député, moi je souhaite qu'il puisse passer député pour voter un budget qui va intégré la constitution des cantonnements et autres. C'est notre effet. On ne peut pas dire ça comme débat politique parce que nous parlons de la République. Et le défi de la République, tout le monde doit s'approprier. On doit penser que ça appartient au gouvernement et non au peuple congolais. Merci. On va devoir évoluer avec l'émission. Le temps en file. Nous devrons aborder notre deuxième sujet qui parle notamment de la publication de la liste provisoire des candidats à la présidentielle. Je sais que vous voulez réagir à ça, mais vous allez réagir à ce qui a été dit, mais on parle aussi déjà de cette publication des candidats. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que, bon voilà, tout marche bien, on a craigné qu'il y ait des candidats qui soient récalés, ceci, il y a eu beaucoup de spéculations, mais au finish, la CENI est réglo et voilà, tout le monde est dans la course. Merci beaucoup. Bon, je pense que sur ce plateau, peut-être que le concept politique signifie autre chose que la gestion des affaires sociétales. Et moi, je pense que l'armée, la culture et tout le reste, ça fait partie des affaires de la société. C'est que la politique s'occupe de tout. Je m'excuse de le dire. Alors, votre question est posée. On ne va pas aller dans la jugeote contre la CENI. Je suis surpris positivement de voir que même les candidats les plus soupçonnés, qu'ils ne le savaient pas aussi. Vous ne pensiez pas aussi que ça serait comme ça? Je pense qu'en politique, on doit être aussi honnête, sans dissimulation aucune. J'ai été surpris positivement de voir que, bien que ça soit provisoire, on attend que la liste définitive soit publiée, on attend aussi que la Cour constitutionnelle se prononce à ce propos-là. Mais jusque-là, sincèrement, nous sentons quand même une amélioration des valeurs démocratiques, parce qu'en 2018, il y avait quand même des candidats qui lorgnaient la RDC de loin, mais aujourd'hui, qui sont pleinement citoyens congolais, qui ont déposé leur candidature, 24 candidats retenus, 16 indépendants, le plus âgé 77 ans, une seule femme, ça m'a un peu dérangé, et le plus jeune 35 ans. Mais ce qui dérange dans tout ça, ce n'est pas le fait que la CENI ait retenu 24 candidatures. Mais ce qui dérange, c'est le fait que la majorité des candidats présidents de la République n'ont pas de projet de société clair qui répondent aux besoins de la population. C'est que nous sommes beaucoup plus dans la dispute, nous sommes beaucoup plus dans le populisme. Je m'excuse de le dire, l'Union sacrée, depuis sa genèse, ne nous a jamais proposé un plan clair pour que la République démocratique du Congo fasse même partie de pays pauvres. Parce que nous sommes dans la catégorie des pays sous-pauvres. Et c'est l'Union sacrée qui gère la République et qui veut avoir une autre mandature. Mais sur fond de quel projet de société? Il n'est pas seulement
mieux d'avoir des candidats, nous sommes dans une démocratie, mais parce que c'est le peuple qui est le dernier bénéficiaire ultime, c'est paradoxal, mais c'est une évidence. Qu'est-ce que ces 24 candidats proposent à la population? Je ne suis pas en train de vouloir angéliser ou conspirater Nouvel Élan. Nous avons présenté le conseil politique public. Je félicite à ce titre aussi Denis Samba avec son programme lié à la refondation de la République qu'il a présenté. D'ailleurs, nous sommes en train d'en prévoir un débat politique entre Nouvel Élan et Envol pour discuter autour des questions de la République. Mais je pense que je voudrais bien, je le dis pour le bien de la population, avant de demander quoi que ce soit comme seconde mandature, que l'Union sacrée, heureusement que nous avons le communicateur de l'Union sacrée, que l'Union sacrée nous dise comment est-ce qu'elle va sortir la République de son surendettement, comment est-ce que l'Union sacrée va relever le pouvoir d'achat, parce qu'un Congolais vit avec moins de $1 par jour, 700 francs par jour jusque-là, comment est-ce que l'Union sacrée va faire pour amener un Congolais à $1000 là comme revenu annuel? Je pense que ce sont là les vrais débats, au lieu d'aller dans un procès de sorcellerie, que M. Jérémy est plus politique que, allons sur des vraies questions de la République. Il est là, je pense qu'il va mieux. Voilà, la question, vous avez la latitude de revenir sur ce qu'il vient de dire. La question, c'est que je vous pose, est-ce que aujourd'hui on peut dire que voilà, la CENI est réglo, tout ce qu'il y a eu comme spéculation, ce n'était que procès d'intention, comme aime bien le dire Jeff Mbia. Est-ce qu'aujourd'hui on peut voilà, continuer à croire en la CENI? Il faut continuer à croire et il faut donner beaucoup de confiance à la CENI. Pourquoi? Parce que c'est la seule institution qui nous gère dans les domaines électoraux. On n'a pas une autre institution qui gère la RDC dans ce domaine-là. Et tout Congolais, quelle que soit toute tendance, est appelé à soutenir cette institution. Je ne suis pas estomaqué ou bien je ne suis pas surpris de voir tous les 24 candidats être publiés provisoirement par la Commission électorale nationale indépendante, la CENI. Mais je suis ravi de voir que tous les 24 sont là. Pourquoi? Parce que c'est dans des missions de la CENI par rapport à l'article 10 de la loi électorale. Vous comprenez? Comme M. Yav a dit, nous attendons que, parce que la liste provisoire a été renvoyée à la Cour constitutionnelle, et nous attendons l'expertise de la Cour constitutionnelle par rapport à ces 24 candidats. Et il faut aussi noter que tous les 24 candidats sont là, mais seront examinés chacun par chacun, et surtout dans son dossier, pour attendre maintenant la liste définitive. Donc c'est par là que vous avez tendu le piège à certains candidats. On n'a pas tendu le piège. Moi je suis acteur politique. Je ne suis pas géré dans les affaires de la justice. Je suis acteur politique. Je ne suis pas géré dans les affaires de la CENI. La CENI vient de la société civile. La CENI ne vient pas des acteurs politiques. Il faut demander à la CENI quel est le piège que vous avez tendu aux 24 candidats. S'il y avait de pièges, sinon la CENI devrait déjà les montrer. Mais s'il n'y a pas de piège au niveau de la CENI, voilà pourquoi la CENI a renvoyé tous les 24 candidatures qui ont été déposées. Et s'il y aura de pièges à la Cour constitutionnelle, il faut demander à la Cour constitutionnelle, il faut attendre l'expertise de la Cour constitutionnelle. Mais je me résigne en faux de dire qu'il y aura des pièges, mais vous n'allez pas demander à la Cour constitutionnelle pourquoi vous avez retiré telle candidature, bien pourquoi vous avez aligné telle candidature, mais chaque candidature sera examinée conformément à la loi électorale et conformément à notre constitution qui est en train de nous gérer. On va revenir à vous, vous en faites pas. Par rapport à la question, 24 candidats arrêtés 2 provisoires, voilà. Il y avait un procès d'intention contre la CENI. Bon, ce sont les politiques eux-mêmes qui développent des suspicions et pourtant ils devaient faire confiance à la CENI. La CENI, c'est l'organe constitutionnellement habilité pour organiser des élections. Ce n'est pas la présidence qui organise les élections en RDC, ce n'est pas le gouvernement congolais, moins encore des politiques congolais, ou l'Assemblée, c'est la CENI. Et nous connaissons bien comment la CENI est organisée. En dehors de la présidence qui vient de nous, de la société civile composée de confession religieuse, toutes les parties prenantes sont engagées. Mais il y a de l'influence politique, on ne va pas le dire. L'influence politique, on ne peut pas les refuser. Pourquoi? Parce que la CENI touche réellement l'organisation, même l'avenir des institutions et même sa composition. Et qu'est-ce qui on passe président? La CENI ne va que déclarer, comme on l'a dit, la déclaration, les résultats est provisoire et définitif, c'est au niveau de la Cour constitutionnelle. Nous, en appuyant la CENI, qui a comme président Denis Kadima, qui est notre composante,
nous avons sensibilisé les partis politiques. Nous avons demandé aux compatriotes qui ont des ambitions électoralistes et politiques de mobiliser, de consolider et de fidéliser leur base et de travailler sur la surveillance électorale avec des innovations que la loi électorale a apportées, notamment la loi électorale qui est révisée. Et la révision ne vient pas de la CENI, vient toujours des politiques. Il y avait 13 compatriotes, notamment les députés, autres qui ont réfléchi pour réviser partant des irrégularités que nous avons constatées lors des dernières élections. Alors, les gens ont pris le temps de prêter des intentions jusqu'à oublier que les délais couraient. Mais quand j'essaie d'évaluer aujourd'hui la feuille de route de la CENI et le calendrier électoral, jusque-là, la CENI n'a pas fait un faux pas. Même en termes de prévision. Quand je demande aux politiques de s'approprier de la feuille de route et des calendriers et de se préparer. Les 24 candidats qui venaient d'être déclarés recevables, c'est le dossier a été déclaré recevable. Parce que la CENI vient de faire sa part. Maintenant, il transfère le dossier conformément à la loi à la Cour constitutionnelle pour maintenant examiner la situation administrative, académique et judiciaire de chaque candidat. Et apprécier, et il pourra maintenant retourner à la CENI une liste définitive. Et comme on dit, et nous allons continuer. Alors, si quelqu'un dit qu'on veut prêter des intentions, alors je pense que c'est au candidat qui reconnaît qu'il a des problèmes avec la justice, il a des problèmes avec cette nation, qui sera agité. Parce que si vous n'avez pas de problèmes judiciaires, si vous avez des problèmes académiques ou administratifs, pourquoi agiter la population? Parce que chacun doit se conformer à la loi. Et le respect de la loi et des actes réglementaires nous rend tous meilleurs. Mais comme en RDC, il y a toujours des suspicions, on est en politique. Mais comment je peux être suspicieux lorsque je n'ai rien à me reprocher? Je pense que les politiques doivent aider la population à choisir qui sera le futur président ou député ou sénateur. Et ça relève du choix constitutionnel. Et nous allons voter celui qui nous estimons. Partant des cahiers des charges ou la vision, le programme, je pense Jérémy, il est libre de dire ce qu'il est, mais nous, au niveau de la société civile, pour comprendre la volonté d'un gouvernement, j'analyse les budgets, j'analyse les libellés de ces budgets et quels sont les axes qui seront financés. Et là, je peux donner carrément une vision claire partant déjà du budget qui demande la candidat, Jérémy Have, est-ce que c'est pas un peu pléthorique? Est-ce qu'on ne doit pas envisager à ce que l'on réduise les nombres des candidats à la présidentielle? Quelque part, on n'est pas toujours dans ce tiers-mondisme-là où c'est un pléthore de candidats. Est-ce que notamment à l'opposition, vous ne pouvez pas vous fusionner et avoir un candidat unique? Ce sont des très bonnes questions. Alors 24, je ne trouve pas que ce soit pléthorique par rapport à notre système électoral. Nous sommes dans le pluripartisme, multipartisme, pluripartisme. Nous avons près de 910 partis politiques. Si nous étions dans le bipartisme, nous devrions avoir les primaires, comme ça se passe en France et aux États-Unis, où vous allez vous aligner au nombre que vous voulez. Alors on a les premières élections au niveau des partis politiques et les deux blocs, la gauche et la droite, comme ça se passe ailleurs, vont présenter les deux candidats et ça va donner beaucoup plus de lucidité à la population de voter sur fond d'un projet de société un peu plus clair. Et aussi au-delà de ça, est-ce que l'opposition a obligeance de se rassembler parce que ça pourrait ouvrir beaucoup plus de brèches à l'Union sacrée? Je ne pense pas. Parce que le pouvoir n'appartient ni à l'Union sacrée, ni à l'opposition, mais au peuple congolais. Et nous avons la bonne jurisprudence. Non mais qu'on se comprenne quand même. Comment est-ce que ça va ouvrir une brèche à l'Union sacrée? Est-ce que c'est pas l'opposition qui va en bénéficier? Parce que tous les voix ne seront pas émiettés, ça sera rapporté sur une personne. Alors si on va aller dans une lecture linéaire, le fait qu'il y ait 24 candidats, alors l'opposition est fragilisée, ça va beaucoup plus profiter à Félix Tshisekedi, parce que les élections sont à un tour. Bon, avec un et à la majorité simple. Absolument, ça va profiter à Félix Tshisekedi. Mais il y a de ceux-là qui pensent que la seule solution par rapport à ça, c'est le fait de faire en sorte que l'opposition se mette ensemble et qu'elle présente un seul candidat. Cette Kikouli l'a exprimé également. Parce que ça va faire un bon poids contre le président de la République. Les indépendants ont moins de chances d'être présidentiables. Alors on va beaucoup plus faire en sorte que l'opposition nous présente une candidature unique. Mais là, je n'ai qu'une volonté. Parce que j'ai parlé de la jurisprudence de 2018. L'opposition d'aujourd'hui est un tout petit peu aérée. L'opposition de 2018, elle était muselée. Elle était paupérisée, je pense que vous vous rappelez naturellement, et fragilisée parce qu'il y a eu Genève et Nairobi. Mais parce que le peuple en avait marre, le peuple ne voulait plus du FCC,
Le pouvoir est passé de la majorité à l'opposition. Soyez bref, on est presque à la fin. Ce n'est pas le fait de penser que l'opposition est fragilisée, c'est le peuple qui va décider après tout. Mais la CENI, une petite réaction à chaud, raison pour laquelle c'est beau quand on est politique parce qu'on s'informe suffisamment. La CENI, excusez-moi de le dire, est corrompue et nous l'avons démontré. La plénière de la CENI et son bureau, je m'excuse de le dire, sont constitués des acteurs de la majorité et ceux de la société civile. Il y a les trois acteurs dont j'étais le nom qu'on nous présente comme s'ils proviendraient de l'opposition, mais ni leur parti politique, ni leur regroupement politique n'ont présenté leur mandat. Très bien. Ce qui signifie que la CENI est politisée, et si aujourd'hui la CENI n'arrive pas à organiser les élections parce que dernièrement, on est à la fin. Le président central électoral de l'État m'a dit que la seule situation qui pourrait poser un problème est sécuritaire. Et ce n'est pas de la responsabilité ni de l'opposition, ni de la société civile. La pacification à partir de la table, c'est de la responsabilité de l'Union sacrée, ce qui signifie que de manière indirecte, la CENI affirme que le gouvernement est défaillant, sécuritairement parlant. Très bien. Puisque vous avez la parole, dernier tour de table, votre conclusion pour l'émission. Ma conclusion est que nous n'allons pas aller vers des questions politiques avec beaucoup d'émotion. Nous n'allons pas aller vers des questions politiques avec de la résignation. Les questions politiques, on les affronte, on en discute et on fait des propositions sobres. Nous, en Nouvelle-Zélande, nous l'avons fait, 25 politiques publiques, pour arriver à répondre à la demande politique. Et pour ce qui est de la sécurité, la question elle est vaste. Il y a plus d'opportunités politiques que sécuritaires. Et on ne va pas compter sur une quelconque réforme, surtout pour la partie de l'Est, alors qu'il y a l'influence de la communauté internationale. C'est vendre de la poudre de Bernard Pépin au possible citoyen. Merci. Jeff Mbia, votre conclusion pour l'émission. Oui, merci beaucoup. Je crois bien que nous encourageons les amis qui ont des ambitions politiques électoralistes de continuer à mobiliser les bases, à les fidéliser, mais également aussi de tenir compte de leur ancrage, parce que quand je vois 24 candidats au présidentiel, je me dis pour quel ancrage politique, pour quel soutien, pour quelle base électorale, parce qu'il y a certains candidats qui ne sont même pas des partis politiques, et je me pose la question, quels seraient les changements dont nous plaidons, et pour quel soutien localement, et pour quel message, les messages d'insulter les autres pour être là, où il y aura des messages d'espoir et avec quelle réforme compte tenu des réalités de notre pays. Très bien. La politisation de la CENI, c'est la volonté des parties prenantes qui avaient décidé au niveau de Sun City et qui a été exprimée à travers le référendum constitutionnel de 2005. Et nous continuons, on ne peut pas aujourd'hui mettre en cause. Mais du moins, quand on devient membre de la CENI, d'office, tout le monde devient la suspicion et développement. Mais il faut aussi reconnaître seulement que je peux dire aux politiques congolais, c'est d'être humble. Quand on n'a jamais géré les institutions, on pense que les autres sont des incompétents et autres. Mais quand on y arrive, parfois on a même du mal à commencer par. Très bien, merci. C'est toute une réponse de gouvernance. S'il vous plaît, je m'adresse à la nouvelle et là, Mozito a fait sa part. Mais quand je vois ça, Manu Kondi, je compare avec Mozito, il n'y a pas photo, il n'y a pas match. Très bien. Alors, ce qui fait que votre conclusion. Je dis pour analyser un gouvernement, on regarde son budget, on voit la formulation des besoins prioritaires et on peut tirer des conclusions. Très bien, et merci. moi, je n'entre pas dans le débat politique à la congolaise, mais au moins il faut proposer et en acceptant que nous avons des défis. Merci Narcisse. Et ensemble avec nos co-débatteurs qui sont ici, vous avez remarqué comment nos amis de l'opposition sont agités. Non, c'est la si ce plateau ici, ils sont agités. Pourquoi? Parce que dans 2 mois, dans 1 mois, 2 mois, il y aura élection. Ils sont agités à ce sujet-là. Nous, dans la majorité, nous avons présenté qu'un seul candidat, qui est le chef de l'État, M. Félix Tshisekedi. Je vous mets en témoin. Prenez et écrivez la date d'aujourd'hui. Le 20 décembre, nous n'aurons pas 2 candidats. L'un de l'opposition et l'autre de la majorité. Pourquoi? Parce que nos amis en face sont incapables de nous donner, et ils seront toujours incapables de nous donner un seul candidat. Mais au jour d'aujourd'hui, non, pas un sujet, vous avez parlé beaucoup d'histoire ici. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas match de 2018. Donc, le gouvernement passé a fait sa part. Au jour d'aujourd'hui, M. Félix a fait sa part. Et nous devons demander que la population congolaise accorde la seconde chance. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une famille où nous sommes appelés à vivre ensemble. L'opposition, la majorité.
La société civile, les mouvements associatifs, nous tous, nous sommes appelés à vivre ensemble et surtout de vivre dans notre pays de la RDC où nous devons accorder la chance à M. Félix Tshisekedi. Merci. Voilà, c'est par là que malheureusement on est obligé de finir avec l'émission politique à la carte de ce soir. Je rappelle que je recevais Jérémy Yave, fédéral de Nouvel-Élan dans la province du Haut-Katanga. Merci d'être passé. Merci monsieur UNC. Merci. Et à mon extrême droite, Jean Kaloumé, cadre de l'UNC, donc parti cher à Vital à Caméré. Merci monsieur Narcisse, merci à monsieur Jeff et merci à monsieur Af. Voilà, on finit avec vous, Jeff Mbia. Merci d'être passé. Je suis très honoré d'être devant Jérémy Yave, que je suis souvent, et Jean avec qui nous étions en 2018 avec NDI, parce que notre rôle c'était d'arriver au rajeunissement des classes politiques et d'améliorer l'électorat des femmes. Merci. Et nous espérons qu'en 2023, on peut avoir quand même des jeunes, des femmes, des jeunes comme Jérémy, Jean, capables d'obtenir des changements. C'est bien compris, voilà. On espère que vous avez tiré quelque chose de ce débat de ce soir. Le prochain rendez-vous est fixé la semaine prochaine avec d'autres questions, avec d'autres analyses sur la situation socio-politique de la République démocratique du Congo. À la semaine prochaine. Au revoir.